João Fonseca est-il surcoté? João Fonseca doit-il être considéré comme l'un des tout meilleurs, l'un des futurs grands, à l'image d'un Carlos Alcaraz, à l'image d'un Yannick Sinner? En tout cas, on en est loin pour l'instant, mais il y a quand même énormément de choses positives à son égard, des choses un petit peu moins bonnes. En tout cas, dans cette vidéo, je vais vous donner mon avis. Si ce n'est pas déjà fait, n'oublie pas de t'abonner pour ne rien rater sur le tennis, et on commence juste après ça. Évidemment, João Fonseca fait énormément parler de lui parce que c'est un très jeune joueur de tennis, 18 ans au moment où on se parle, qui a montré de très belles choses, de très belles promesses. Mais évidemment, on le sait, une carrière de tennisman professionnel, c'est fait de haut et de bas. Chaque semaine, tu es amené à perdre. Donc à chaque défaite, tout est remis en question sur cette planète. C'est assez hallucinant. Aujourd'hui, je vais vraiment essayer d'être le plus objectif possible. Je vais vous donner mon ressenti très personnel sur João Fonseca, ce que je pense du joueur, ce qui se dit autour de lui, ce que les gens peuvent penser. En tout cas, voilà. Je vais vraiment essayer d'être le plus sincère possible, avec le plus d'éléments. J'ai essayé de vous trouver plusieurs petites choses à vous montrer pour essayer justement d'être le plus juste possible dans mon analyse. João Fonseca vient de s'incliner au premier tour du Master 1000 de Toronto. Master 1000 qu'il jouait pour la première fois. Master 1000 où il affrontait Tristan Shulkate. Alors Shulkate n'est pas un joueur extrêmement connu du grand public, mais Shulkate jouait pour intégrer le top 100. Alors quand tu t'apprêtes à peut-être rentrer dans le top 100, c'est quand même le but ultime dans une carrière pour énormément de joueurs. Je peux vous dire que vous avez quand même les crocs. Vous avez quand même envie de manger votre adversaire. On se voit que ça se joue pas à grand chose. 7-6, 6-4. Et donc, après cette défaite, encore une fois, énormément de gens vont avoir plein de choses à redire sur Fonseca, en oubliant un petit peu ce qui s'est passé depuis le début d'année, j'ai l'impression. Bon, on va remettre dans le contexte. João Fonseca, cette année, c'est 41 matchs sur le circuit professionnel. En 2024, on peut regarder, c'est déjà 60 matchs, mais la plupart sur le circuit Challenger, ce qui n'a absolument rien à voir. Là, cette année, on est vraiment sur 3 Challengers et sinon que des tournois ATP, avec déjà 3 participations dans 3 tournois du Grand Chelem. On va comparer un petit peu avec les jeunes de son âge. On a Mensik qui a un an de plus, qui est 17e mondial. Ensuite, on a Fonseca, 52e mondial, qui a déjà été 47. On a Lerner-Tien et puis ensuite, il faut aller piocher beaucoup plus loin avec des Prismic, des Landalus, des Budkovskier, voilà, ainsi de suite. Ce qu'il faut quand même dire, une petite parenthèse, et j'en ai parlé dans ma vidéo de Toronto de présentation du tournoi avec mes pronos, certes il n'y a pas assez de lumière sur Lerner-Tien, mais il n'y en a pas trop sur João Fonseca. Parce que oui, João Fonseca aujourd'hui a montré qu'il fallait avoir énormément d'attentes autour de lui, et un petit peu comme toutes les stars en devenir, c'est normal qu'on mette les projecteurs sur eux. C'est absolument normal. Maintenant, ça va être à lui de faire en sorte de mettre les œillères, de continuer de travailler dans l'ombre pour réussir à obtenir ce qu'il a envie, c'est-à-dire la place de numéro 1 mondial, c'est-à-dire un titre dans un tournoi du Grand Chelem dans les prochaines années. Donc là, on a quand même deux profils, je trouve, très différents, Lerner-Tien et Fonseca, déjà dans leur tennis qui sont très différents, où l'un prend toute la lumière, l'autre avance dans l'ombre et on compare. Ils ont le même âge globalement à 7 mois près et ils obtiennent, allez, presque la même place au classement ATP. Donc on voit vraiment que c'est quand même les médias qui dirigent aussi un petit peu la carrière d'un joueur, ce qu'on a envie de montrer, ce qu'on n'a pas envie de montrer. C'est vrai que João Fonseca aujourd'hui est la nouvelle coqueluche du tennis. Je ne connais pas beaucoup de gens qui n'aiment pas Fonseca, c'est assez fou, et par contre, à contrario, j'en connais très peu qui apprécient Lerner-Tien. Certes, c'est pas le même tennis explosif, mais quand même, on est sur un petit crack. Lerner-Tien aussi, il faut le dire, c'est un jeune joueur qui est en avance sur plein de temps de passage. On referme la parenthèse sur l'américain, on va se concentrer aujourd'hui sur João Fonseca. Fonseca, il faut se rappeler, on remet dans le contexte, il a quand même gagné les Masters Next Gen. Bon, ça paraît peut-être pas grand-chose, mais tous ceux qui ont gagné le Master Next Gen, ils ont quand même fait une très bonne carrière derrière. Notamment Carlos Alcaraz, Yannick Sinner, Arthur Fils les a gagnés aussi. Finale Arthur Fils, il me semble, je dis peut-être une bêtise comme ça. Bref, on est en février, janvier-février, et Fonseca gagne déjà son premier titre ATP en battant Cerundolo chez lui en Argentine, en battant 3 ou 4 Argentins dans une ambiance de folie. J'ai l'impression que beaucoup de personnes ont déjà oublié ce moment assez fou. Vous imaginez la pression du gamin qui arrive en Argentine. On connaît la rivalité Brésil-Argentine et il arrive à sortir énormément de bons joueurs. Navone, j'ai oublié toute la liste, mais Cerundolo en finale, il lui met 2-7. C'est assez fou. C'est sa première année aussi dans les tableaux principaux de Grand Chelem. Il fait deuxième tour, troisième tour, il perd pas contre des peintres.
Sonego est un joueur confirmé du circuit. Jack Draper, on ne le présente plus. Et Nicolas Jarry à Wimbledon, on a vu le parcours de Nicolas Jarry. Il n'y a absolument aucun scandale. Donc à partir de là, qu'est-ce qui nous choque en fait dans la saison de Joao Fonseca? C'est quoi? C'est encore une défaite face à un joueur du top 100, parce que Schulkade va rentrer dans le top 100. Mais en fait, c'est tout à fait normal. Tous les joueurs perdent chaque semaine. Mis à part peut-être Yannick Sinner et Carlos Alcaraz, mais même les deux perdent chaque semaine, puisqu'il n'y a qu'un seul vainqueur par tournoi. Donc en fait, chaque semaine, il va y avoir des petites contre-performances ou alors des défaites contre des joueurs du même classement. Donc tout ça ne doit pas remettre en question son début d'année exceptionnel. On voit que des joueurs, ça c'est la liste des tournois depuis le début de l'année, avec les vainqueurs de tournois. On a du Lehechka, on a du Müller, on a du Félix Auger-Aliassime, et très rapidement on a eu du Joao Fonseca. À partir de là, déjà à l'Open d'Australie, quand il bat Roublev au premier tour et après il perd contre Sonego, l'attente a été énorme. Mais après ce titre, on se souvient qu'il fait first, notamment contre Alexandre Müller à Rio. À partir de ce moment-là, l'attente est énorme. Son compte Instagram, il pète le million assez rapidement. L'attente au Brésil, ça devient une légende vivante. Le gamin a seulement 18 ans. C'est très dur. Il va falloir plusieurs mois, je pense, encore. Parce que, sincèrement, quand on est l'idole d'un pays aussi grand que le Brésil, où il y a aussi peu de sportifs de haut niveau dans ce pays-là, l'attente, elle est triple par rapport à un Sinner ou un Alcaraz dans leur pays. Alors certes, par exemple, Alcaraz a repris le flambeau de Rafael Nadal. Sinner, il y avait très peu de tennisman en Italie, mais en Italie, il y a d'autres sports. Au Brésil, il n'y a pas non plus énormément de sports où il y a de très grandes stars. Donc il va falloir assumer cette nouvelle image. Et je trouve, personnellement, qu'il l'assume extrêmement bien. Certes, parfois, il y a des petits manquements, mais ça, on va parler du tennis après. Mais je trouve que voilà, le gamin ne s'éparpille pas. On l'a vu faire l'impasse aussi à un moment sur certains tournois, notamment Madrid, il me semble. Je trouvais que c'était un très bon choix de calendrier. Et puis, pour revenir sur cette liste de vainqueurs de tournois, on a quand même Joao Fonseca qui gagne un titre en début d'année. Pour rappel, gagner un titre sur le circuit ATP, c'est une chose extrêmement compliquée. On peut se rappeler d'Alejandro Davidovich Fokina qui, la même semaine, à Del Rebic a raté des balles de match. Cette semaine, Davidovich Fokina a raté des balles de match à Washington. On parle de Davidovich Fokina, qui est un membre du top 20, qui a fait finale de Master 1000, qui est quand même un joueur confirmé du circuit, qui n'a toujours pas de titre sur le circuit ATP. C'est une anomalie, certes, mais elle est là, elle existe. Donc à partir de ce moment-là, on ne peut pas minimiser ce début de saison de Joao Fonseca. On ne peut pas non plus minimiser ce qu'on a vu raquette en main. Les qualités du joueur sont assez exceptionnelles. Je voudrais revenir sur son nombre de matchs. Il a déjà fait 41 matchs. C'est sa première vraie saison sur le circuit ATP, certes avec 3 challengers, mais parfois, on le sait, il y a des très bons challengers, des challengers comme à Phoenix 125 qui sont importants d'être joués. 41 matchs, d'accord ? On regarde 41 matchs, là c'est la liste des joueurs qui ont fait le plus de matchs sur de matchs ATP. Donc là, évidemment, on prend Carlos Alcaraz, il a fait 54 matchs depuis le début de l'année 2025, d'accord? On a Fokina qui en a fait 50 et on a le ratio juste à côté. Alors, c'est un petit peu trompeur parce que Fonseca, il a 28-13 en ayant fait 3 challengers. Là, la liste que je vous montre, c'est uniquement des matchs ATP. Ok, on suit. Donc, on l'a dit, Joao Fonseca, il a fait 41 matchs. On va partir du principe que c'est uniquement des matchs ATP, juste pour le rentrer dans la liste. 41 matchs ATP, il se place ici au même stade que Dardery. Lui aussi, un jour, il faudra faire une vidéo parce que j'adore son tennis sur terre battue. Les progrès sont exceptionnels, mais on en reparlera dans une autre vidéo. Il se place à la 8e place. Ça veut dire que de son jeune âge, à 18 ans, il est dans le top 10 des joueurs ayant fait le plus de matchs cette saison. Avec un ratio positif. Un ratio positif largement. 28-13, c'est énorme. Alors certes, je triche un petit peu dans mon analyse puisqu'il y a des matchs en challenger et des matchs sur le circuit ATP, mais je trouve que c'est quand même une stat qui révèle énormément de choses. C'est un joueur qui a énormément joué, qui peut accuser un petit peu de fatigue mentale, physique évidemment aussi, mais on constate quand même que c'est un joueur qui est capable d'enchaîner, qui pour l'instant n'a pas de blessure, qui fait très peu de contre-performances, mine de rien, il faut le souligner. Et puis après, on peut parler évidemment de son tennis, mais j'avais vraiment envie de vous montrer cette stat. C'est un joueur qui enchaîne. C'est un jeune joueur qui est capable d'enchaîner au plus haut niveau. Et au plus haut niveau, en ayant fait 2 victoires en Challenger, une victoire sur le circuit ATP, et puis après, on le voit régulièrement dans les Master 1000, etc. Donc, ça, c'est la première des choses. Il ne faut pas s'attendre de Joao Fonseca à une surperformance tout de suite en début de carrière dans chacun de ces tournois. Maintenant, si on parle plus du tennis, de ce qu'on a vu, on ne présente plus
son coup droit. Son coup droit, oui, c'est un fusil à pompe, etc. Il est surtout très bon techniquement, son coup droit. Il est capable de trouver toutes les zones, il est capable de générer énormément de puissance. Il a des très bonnes trajectoires, il est capable de prendre tôt, de frapper très fort, etc. Ça, on l'a dit. Il a d'ailleurs un excellent revers aussi. Très peu de failles du fond du court à ce niveau-là. Revers longue ligne exceptionnel avec un gainage au niveau de la rotation des hanches qui, moi, m'impressionne énormément. Maintenant, si on doit parler des secteurs principaux, service, retour, on constate qu'à son jeune âge, Joao Fonseca est déjà le 16e meilleur serveur du circuit d'après les stats de l'ATP. On retrouve quand même Tyler Fritz, Zverev, Sinner, Mpetshi, Shelton, Opelka, Djoko, Berrettini, Nakashima qui est sous-coté dans ce secteur-là aussi, Urkas, Félix, Carlos Alcaraz, Jarry, Griekspoor, Draper, et puis derrière on retrouve Joao Fonseca qui est devant des joueurs comme Gabriel Diallo, comme Jakub Mensik, des joueurs comme Quentin Alice qui peut très bien servir aussi. Bref, on a quand même du client derrière, du public, voilà. On a des très bons joueurs. Non, Fonseca il est déjà 16e à ce niveau-là. Il fait 1m88, il est déjà grand, il va continuer aussi de s'épaissir un petit peu, il va continuer de prendre du muscle, mais on constate quand même le service est loin d'être un problème. Le plus gros point faible du Brésilien, c'est évidemment la relance. Il se classe 57e à la relance, ça c'est un problème, et c'est surtout cette stat qui est problématique. Seulement 47% de points gagnés sur, on le voit ici, deuxième balle adverse. Ça, c'est pas assez, on le voit, les tout meilleurs, hein, Sinner 57, Deminor, en fait, les tout meilleurs sont au-dessus de 50%. On voit Dzumhur qui est là, mais qui est un peu moins de 50%. Les tout meilleurs, voilà, des Medvedev, des Jack Draper, tous ces gars-là, ils sont au-dessus d'un point sur deux, remportés derrière la deuxième. C'est un petit peu la stat la plus importante pour mettre la pression à ton adversaire. C'est quelque chose qui vraiment, il ne faut pas minimiser. Lui, c'est très faible, hein. On voit Sinner qui est à 57% et on voit Joao Fonseca qui est à 47%. Il y a 10% d'écart. C'est énorme. C'est énorme si on doit regarder face à Schulkate. C'était très faible. C'était très faible. Il s'est procuré aucune balle de break. Et voilà, Schulkate a remporté 78% des points derrière sa deuxième balle. 89%. Donc il a énormément de mal encore à ce niveau-là. C'est normal. On est toujours sur une transition tournoi Challenger, tournoi ATP. C'est pas du tout la même chose. Et puis son œil va se faire. Il faut pas être inquiet. On l'a vu. C'est un joueur qui est capable de très bien jouer sur toutes les surfaces. Dur, terre battue, gazon. Donc à partir de ce moment-là, moi j'ai énormément de mal à comprendre les critiques autour de Fonseca. Oui, c'est un joueur qui est encore en train de progresser, mais heureusement, il est né en 2006. Il est né en 2006, il a même pas 19 ans. Donc oui, Joao Fonseca est un crack, on l'a vu, il a fait des choses que énormément de joueurs n'ont encore jamais fait dans leur carrière à son jeune âge. Il n'a pas fait de contre-performance grotesque en tournoi du Grand Chelem, donc ça c'est une performance hyper importante à souligner aussi. Et puis on a vu des qualités énormes, raquette en main. Donc à partir de là, voilà, il faut accepter de le voir perdre chaque semaine, parce qu'il ne va pas remporter tous les tournois du calendrier. Maintenant, petite comparaison pour finir, j'en avais déjà parlé dans une autre vidéo, mais je vais en reparler. On va comparer avec Carlos Alcaraz sur sa première année de Grand Chelem. Première année de Grand Chelem, c'est deuxième tour, troisième tour, deuxième tour, quart de finale. Fonseca, si on regarde bien, c'est où Fonseca? C'est juste ici. Deuxième tour, troisième tour, et il n'y a pas eu l'US. Donc deuxième, troisième. Ici, ça fait deuxième, troisième. Donc déjà, pour l'instant, sur sa première année de Grand Chelem, il fait mieux qu'Alcaraz. Le but n'est pas de dire qu'il va faire une meilleure carrière qu'Alcaraz, mais vous avez compris l'idée. On est quand même sur des très bons temps de passage. Je suis désolé, maintenant, si on doit comparer avec Jannik Sinner. Jannik Sinner, 2019, donc à 18 ans, la même année que Fonseca. Pas de Grand Chelem jusqu'à l'US premier tour. L'année d'après, deuxième tour, quart à Roland, annulé à Wimbledon, premier tour à l'US. Pas ouf. 2021, 20 ans, premier tour, huitième, premier tour, huitième. Moyen. Vous voyez bien qu'Jannik Sinner, il a commencé à faire demi-finale en 2023. À 22 ans, dans 4 ans, où en sera Joao Fonseca? Seul le temps nous le dira, mais tout ça pour un petit peu calmer tous les haters du Brésilien. Moi, je suis pas là pour dire que je suis fan, pas fan ou autre. Je suis là pour faire une analyse claire et j'essaie d'être le plus précis possible pour vous montrer que franchement, ce joueur est un joueur différent. Maintenant, il va falloir qu'il arrive à gérer correctement toute l'attente qu'il y a autour de lui et surtout l'attente de tout un pays. Et ça, c'est ce qu'on va suivre. On a hâte de le voir à Cincinnati, on a hâte de le voir à l'US Open, parce qu'il va y avoir une ambiance de fou. En tout cas, comme d'habitude, si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à mettre un like, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Si ça t'intéresse aussi que je parle d'un autre joueur, comme aujourd'hui on a fait un focus sur Fonseca, n'hésite pas à me mettre un commentaire et peut-être que je ferai une vidéo spéciale sur ce joueur. Maintenant, moi je te dis à très vite, bonne soirée.